Bonjour et bienvenue à tous dans ce cours de tomographie et méthode algébrique itérative. Avant d'introduire le cours sur les différentes techniques de tomographie, je vous propose une introduction succincte aux différentes modalités utilisées en imagerie médicale. Comme d'habitude, vous retrouverez mes cours sur la chaîne Stream. Nous verrons en tout et pour tout 9 séances, donc 5 en tutoré et 4 en non tutoré. Pour la première séance tutorée, c'est-à-dire maintenant, nous aborderons une introduction à l'imagerie médicale, suivie d'une introduction aux différentes techniques de tomographie. Il s'agira des méthodes dites analytiques. Nous testerons ensemble des scripts MATLAB Octave et vous poursuivrez seul pendant la séance numéro 3, dite séance non tutorée. Pour la deuxième séance tutorée, nous traiterons des méthodes de tomographie algébrique et itérative. Nous testerons ensemble des scripts MATLAB et vous poursuivrez seul pendant la séance non tutorée numéro 4. Pour la cinquième séance, nous aborderons les méthodes algébriques et itératives pour le signal et l'image. Là aussi, nous testerons ensemble des scripts MATLAB Octave et vous poursuivrez seul pendant la séance non tutorée numéro 6. Pour la septième séance, nous reviendrons vers l'imagerie ultrasonore. Là aussi, nous testerons des programmes avec la boîte à outils MUST et vous poursuivrez seul pendant la séance numéro 8. Enfin, nous terminerons par une séance dédiée à des concepts de modélisation et de déconvolution non linéaire dans le cadre de l'imagerie ultrasonore. Les objectifs d'apprentissage sont les suivants. À l'issue de l'ensemble des séances pour cette matière, l'élève ingénieur aura donc une connaissance globale des différentes modalités d'imagerie médicale et nous aurons testé ensemble différents types d'algorithmes de tomographie en vue de mieux cerner les enjeux techniques et technologiques. De plus, l'élève ingénieur aura une bonne connaissance des méthodes de traitement du signal algébrique et itérative qu'il aura testé via des algorithmes. Le livrable associé sera donc un rapport tiré des activités de projet pendant les séances non tutorées, focalisées sur des méthodes de tomographie, de traitement d'image et de traitement du signal. Passons maintenant à la notion d'imageur. Un imageur, c'est un système qui permet de construire un objet virtuel, c'est-à-dire une image 2D, 3D, etc., etc. Ce dispositif, qu'on appelle aussi souvent un scanner, permet d'observer les tissus et organes sans chirurgie et donc par transparence. L'imageur sera toujours doté d'un émetteur avec une source de rayonnement et sa mise en forme, d'un récepteur mettant en forme les rayonnements captés, puis analysés, traités, stockés, et d'une interface homme-machine. Souvent, lorsque les rayonnements ont des effets délétères sur le corps humain, comme en imagerie TEP, ou sur le matériel comme en imagerie par résonance magnétique nucléaire où le champ magnétique est très fort, la visualisation des objets reconstruits sur l'écran de la station de travail est déportée dans une autre salle. On voit à gauche un système d'imagerie par résonance magnétique nucléaire. L'imagerie médicale regroupe l'ensemble des activités qui conduisent à construire une image. Nous cherchons à reconstruire un objet virtuel, image de l'objet étudié, c'est-à-dire le corps humain en médecine. Pour cela, on explore le corps humain en profitant des interactions entre un rayonnement judicieusement choisi et dirigé vers les organes. Les concepteurs sont des physiciens, des ingénieurs qu'on appelle des imaging scientists, des médecins, et les utilisateurs sont les médecins, infirmiers, sages-femmes et manipulateurs radio. La tomographie extrait des tranches, c'est-à-dire des coupes de l'objet étudié. On passe d'un objet dans l'espace 3D à un plan. À partir de plusieurs coupes, un objet tridimensionnel peut être reconstruit. Un choix adéquat des longueurs d'onde, des rayonnements, permet d'explorer par transparence le corps humain. En tomographie par transmission, par exemple, l'utilisation des ombres projetées
conduit à une perte d'information en profondeur suivant l'axe Z comme indiqué en bas à gauche. L'information volumique est transformée sous la forme de pixels sur le détecteur comme indiqué en bas à droite. Comme précisé précédemment, un imageur est composé au niveau de l'émetteur d'une source de rayonnement et de capteurs sensibles à ces rayonnements au niveau du récepteur. En imagerie, ce sont les 5 derniers rayonnements, bêta, gamma, X, UV et infrarouge, qui sont utilisés, les rayonnements alpha étant plutôt utilisés en thérapie. Les rayonnements gamma sont utilisés en médecine nucléaire avec la tomographie par émission de positons. Les rayonnements X sont utilisés plutôt en radiologie avec des tomodensitomètres. L'imagerie infrarouge et visible sont utilisés en ophtalmologie par exemple, et les ultrasons en radiologie avec des échographes. Les systèmes d'imagerie sont divisés en 3 catégories. L'imagerie morphologique, l'imagerie fonctionnelle et celle qui compose les deux. L'imagerie morphologique permet d'obtenir des images anatomiques montrant la structure des organes. C'est le cas en radiologie conventionnelle, en tomodensitométrie, en imagerie par résonance magnétique nucléaire et en échographie. L'imagerie fonctionnelle, quant à elle, propose des images qui indiquent le fonctionnement ou l'activité métabolique biologique d'un organe. C'est le cas en médecine nucléaire avec la tomographie par émission de positons et la tomographie par émission monophotonique. Et en radiologie avec l'imagerie par résonance magnétique nucléaire fonctionnelle et le Doppler en imagerie ultrasonore. Souvent, l'injection d'un agent de contraste ou d'un radiopharmaceutique est nécessaire. La spécificité de la substance qui permettra de cibler, fixer le radiotraceur ou agent de contraste est déterminant dans l'établissement du diagnostic. Aujourd'hui, la combinaison de plusieurs modalités est une affaire courante, comme les scanners, TEP ou autres. Les 4 principales modalités utilisées en imagerie clinique sont, en médecine nucléaire, la tomographie par émission de positons et la tomographie par émission monophotonique, utilisant donc une gamma caméra, et en radiologie, l'IRM, tomodensitométrie et l'ultrasonographie. D'autres modalités sont utilisées dans d'autres services, comme en ophtalmologie, la tomographie par cohérence optique. En cardiologie, on utilise l'électrocardiogramme. En neurologie, psychiatrie, l'électroencéphalogramme. En gynéco-obstétrique, la tomocardiographie. Et en médecine sportive, par exemple, l'électromyographie. Commençons par les systèmes d'imagerie utilisés en médecine nucléaire. La tomographie par émission monophotonique, gamma, repose sur le principe de la scintigraphie à l'aide d'une gamma caméra. La source de rayonnement provient d'un produit radioactif émettant des rayonnements gamma et préalablement injecté. Ce peut être par exemple de l'iode 123 ou du thallium 201 pour ne citer que. Le radiotraceur ou radiopharmaceutique est donc choisi en fonction de ses propriétés chimiques pour se fixer spécifiquement dans l'organisme et ainsi mettre en évidence certains processus métaboliques ou biologiques. À droite, on peut voir une TEMP avec 2 têtes. Chaque tête, gamma caméra, est composée d'un collimateur qui permet la sélection angulaire des photons et de détecteurs à base de matériaux scintillateurs, c'est-à-dire de matériaux qui émettent de la lumière suite à l'absorption d'un rayonnement ionisant. Les TEMP peuvent être composés jusqu'à 4 têtes et les modes d'acquisition sont multiples. Les images obtenues sont révélatrices de l'activité radioactive des molécules fixées et permettent de localiser avec une résolution assez faible les tissus cancéreux représentés en jaune. Le temps d'acquisition est acceptable, il est de l'ordre de quelques secondes. Passons maintenant à la TEP. Comme pour la TEMP, l'imagerie par tomographie par émission de positons nécessite l'injection d'un radiopharmaceutique. Il s'agit souvent du FDG18, c'est-à-dire du fluorodésoxyglucose,
qui se fixe au niveau des tissus consommant de grandes quantités de sucre, comme les tissus cancéreux. L'isotope radioactif, en se désintégrant, génère un positon. Ce positon, lorsqu'il entre en collision avec un électron du tissu cancéreux, s'annihile et génère deux photons gamma diamétralement opposés. La couronne de capteurs entourant le patient permet de détecter en coïncidence l'émission des deux photons gamma. La résolution des images TEP est bien meilleure que celle des images TEP. Toutefois, la durée d'acquisition est bien plus longue. Sur l'image indiquée ci-dessus, on voit l'activité radioactive qui s'est concentrée sur le sein gauche et la vessie. Ces images sont issues d'un viewer d'ICOM proposé par la société Keosis. Les deux types d'imagerie fonctionnelle utilisés en médecine nucléaire sont basés sur des rayonnements ionisants. Il faut donc faire attention à la dose reçue afin qu'elle ne dépasse pas la valeur autorisée. Une bonne partie des examens en médecine nucléaire sont orientés pour des applications en cancérologie notamment. Passons maintenant à la radiologie. En radiologie conventionnelle, il s'agit d'obtenir une photo d'un organe ou d'une partie du corps. Cette photo n'a pas été obtenue avec la lumière visible, mais avec un rayonnement X hautement énergétique et donc ionisant la matière. On éclaire d'un côté le patient et de l'autre le détecteur, la pellicule photosensible aux rayons X, récupère par transparence l'image des organes. Nous voyons donc à droite un radiographe qui permet d'obtenir des clichés avec une tête tournante et d'un moniteur mobile. La résolution spatiale est très bonne puisqu'elle est submillimétrique avec un temps d'acquisition quasiment instantané. Nous voyons en bas à gauche l'image d'un bras. Nous voyons en gris très clair les milieux les plus atténuants, comme l'os. L'air étant très atténuant, apparaît en noir. À droite, nous voyons une radiographie des poumons avec la présence de nombreux nodules cancéreux. La radiologie conventionnelle permet donc d'obtenir des images très rapidement avec une faible dose délivrée. Parfois, pour mieux faire ressortir certains tissus, des agents de contraste sont injectés. Cette modalité est toujours utilisée de par sa simplicité d'utilisation. Aujourd'hui, on vient compléter l'utilisation de pellicules et de négatoscopes à des négatoscopes numériques. Pour expliquer d'où proviennent les photons qui éclairent le patient, je dois expliquer les deux types d'interactions engendrées dans un tube à rayons X. La première interaction concerne le faisceau d'électrons généré par l'échauffement du filament dans le tube, comme indiqué à droite, et l'anode de tungstène. Les électrons du faisceau, en passant à proximité des noyaux du tungstène, sont déviés et ralentis. Cette perte d'énergie cinétique produit des photons X. Les différentes longueurs d'onde des photons X constituent un spectre continu du rayonnement dit de freinage. La seconde interaction est une collision entre le faisceau d'électrons et les électrons de l'anode en tungstène. Un électron éjecté est remplacé par un électron de la couche électronique supérieure, conduisant à l'émission d'un photon X. C'est un spectre de ray dont la longueur d'onde correspond au gap d'énergie entre les deux couches. Passons maintenant à la tomodensitométrie, TDM. La tomodensitométrie est une extension de la radiographie conventionnelle afin d'obtenir la reconstruction tridimensionnelle de l'objet étudié. Au fur et à mesure que le chariot avance dans le tunnel du scanner, la source de rayonnement X éclaire le patient d'un côté et les capteurs opposés enregistrent les signaux et les interactions rayonnement-matière. Ici, c'est le coefficient d'atténuation qui est la grandeur physique mesurée. Cette imagerie de coupe permet de reconstruire des objets tridimensionnels. La résolution des coupes est correcte et les temps d'acquisition sont acceptables, même si pour un scanner corps entier, l'examen est plus long. À partir des différentes coupes représentées en gris sur la figure
et d'un traitement d'image adapté, on peut reconstruire des objets 3D surfaciques comme indiqué en haut à gauche, c'est la trachée pulmonaire. Il est donc possible d'explorer le corps humain par transparence. La tomodensitométrie permet assez rapidement la reconstruction d'objets volumiques, permettant une exploration de l'intérieur des organes. La résolution de 1 mm3 est relativement suffisante pour détecter certaines déformations d'organes. Les organes explorés sont divers, ils vont du thorax à l'abdomen. La tomodensitométrie est une modalité ionisante qui peut avoir des effets néfastes sur le corps humain ou sur le matériel. Deux effets y contribuent. L'effet photoélectrique provoque chez l'humain une ionisation, non pas pour produire un courant électrique comme c'est le cas pour les cellules photovoltaïques, mais en modifiant les propriétés moléculaires de l'ADN, entre autres. La collision d'un photon X et d'un électron d'une couche orbitale profonde de l'atome du tissu provoque l'éjection de l'électron et l'émission d'un photon qui conduit finalement à l'ionisation du tissu. Pour la diffusion de Compton, une partie ou totalité de l'énergie du photon X est transférée à l'électron éjecté qui était faiblement lié sur sa couche électronique. Un photon avec une autre longueur d'onde est généré. C'est exactement ce qui se passe lorsque les phares d'une voiture éclairent le brouillard, la lumière est diffusée. Passons maintenant à l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, l'IRM. Pour comprendre les principes physiques qui conduisent à la réalisation d'une image IRM, je dois expliquer les phénomènes engagés lorsqu'une particule chargée est en mouvement et lorsqu'elle est dans un champ magnétique constant. Revenons au cas d'un noyau chargé positivement qui tourne sur lui-même comme une toupie. Nous savons qu'un champ magnétique est généré. Le noyau se comporte comme un petit aimant. En présence d'un champ magnétique constant B0, dont les lignes de champ sont dans la direction du tunnel de l'IRM, les noyaux aimantés tissulaires s'orientent de façon parallèle et antiparallèle. Il se trouve qu'il y a un peu plus d'aimants nucléaires dans le sens parallèle qu'antiparallèle. Il en résulte un champ magnétique M parallèle à B0, dont le module constitue la densité protonique toute petite en comparaison du champ magnétique B0 qui règne. Les noyaux aimantés précessent, tournent, à la pulsation de l'Armor, ω0 égale à gamma B0. À l'équilibre, il n'est pas possible de mesurer M car il est noyé avec le champ B0. Un aimant permanent oriente les noyaux atomiques vus comme des petites boussoles dans la direction allant dans le tunnel du scanner. Pour pouvoir mesurer le champ M, un champ radiofréquence orthogonal au champ B0 vient exciter les noyaux qui précessent comme des toupies à la fréquence d'excitation dans le plan orthogonal. Lorsque l'excitation B1 est coupée, les boussoles nucléaires précessent à leur fréquence de résonance pour revenir à leur position initiale. Dans un plan choisi orthogonalement à la direction du champ magnétique B0, il est possible d'enregistrer le signal de relaxation décroissant, dit FID, très petit par rapport au champ B0. Le signal de décroissance étant plus ou moins exponentiel, une constante de temps est évaluée. Les niveaux de grille des pixels de l'image IRM correspondent à des constantes de temps. L'IRM est l'outil préféré des radiologues car il permet d'imager quasiment tous les organes, sauf les poumons. Les images IRM sont des images de temps de relaxation, T1, T2 par exemple. L'IRM permet de réaliser à la fois une imagerie morphologique, mais aussi fonctionnelle, en comparant par exemple des mesures tirées du sang oxygéné et désoxygéné. Pour les IRM classiques de 1,5 Tesla, les résolutions voxéliques sont millimétriques. Il est possible d'obtenir de meilleures résolutions en augmentant la valeur du champ de l'aimant permanent pour passer de 1,5 à 3, 5 et 7,5 Tesla, mais au prix de nouveaux types d'artefacts à éliminer. Les temps d'acquisition sont assez longs et peuvent atteindre facilement 20 minutes. Le bruit de la machine est aussi très perturbant. Comme indiqué précédemment,
quasiment tous les organes peuvent être explorés. En bas à gauche est représentée une image résultant d'une IRMF, c'est-à-dire une IRM fonctionnelle. Pour obtenir cette image, des stimuli audio sont émis pendant la séquence d'imagerie. Les régions consommant de l'oxygène sont ici éclairées. Au milieu, en bas, une reconstruction de la tractographie est indiquée. Il s'agit d'une imagerie permettant de reconstruire les fibres blanches, c'est-à-dire des autoroutes d'information reliant différentes régions cérébrales, et ceci à partir de voxels orientés, c'est-à-dire possédant un vecteur. Comme on peut le voir, les images obtenues du cerveau, de l'abdomen, du genou sont d'une très grande qualité. Passons maintenant à l'utilisation d'ondes mécaniques inaudibles, les ultrasons. Comme en IRM, cette modalité permet de façon très simple d'allier l'imagerie morphologique et l'imagerie fonctionnelle, et ceci à moindre coût puisqu'il est possible d'obtenir des échographes pour moins de 50 000 euros. Aujourd'hui, les échographes proposent plusieurs modes de fonctionnement, notamment le mode brillance classique, le mode Doppler ou déplacement et l'élastographie. C'est une imagerie de coupe. En mode brillance, l'échographie affiche des images d'impédance acoustique ou bien de réflexion-diffusion. Des ondes ultrasonores sont émises dans le milieu et les échos reçus sont analysés pour construire l'image. Les résolutions en contraste et spatial sont bonnes et l'obtention des images sont en réel. Les modes les plus utilisés sont le mode B, B pour brillance. On voit à gauche l'image d'un fœtus. Le mode TM au milieu pour Time Motion permet de voir les cavités cardiaques se déformer au cours du temps. À droite, le mode triplex qui allie le mode B, le mode sonogramme, c'est-à-dire l'évolution du flux au cours du temps, et le mode Doppler couleur est représenté. Le sang qui s'éloigne est codé en bleu et le sang qui se rapproche est codé en rouge. Ici, nous voyons au niveau cérébral le cercle de Willis, c'est le rond-point, le carrefour des différentes artères cérébrales. En mode élastographie, en bas à gauche, on superpose le mode B et le mode élastographie dont le module de Young est représenté en couleur, c'est le module d'élasticité. Les tissus durs sont représentés en marron par exemple. Au milieu, en bas, le mode TDI pour Tissu Doppler Imaging permet de coder les mouvements de tissus en mouvement, comme le cœur. En fixant par exemple deux marqueurs de part et d'autre d'une cavité cardiaque, il est possible de vérifier la synchronie des contractions. Cela permet notamment d'identifier les zones infarctées qui ne vibrent plus. Et enfin, en bas à droite, c'est le mode harmonique obtenu par exemple après injection d'un agent de contraste par voie intraveineuse. Celui-ci, après quelques secondes, vient perfuser le cœur. Le mode harmonique permet d'augmenter le contraste. L'ultrasonographie possède beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Les échographes sont mobiles, non ionisants, ils sont accessibles financièrement et sont utilisés dans bon nombre de spécialités médicales. Le seul inconvénient majeur, c'est que les images obtenues sont opérateurs dépendants. La résolution est bonne, mais pas excellente. Quittons maintenant le domaine de la radiologie et passons maintenant au système d'imagerie basé sur l'utilisation de la lumière. Je présenterai ici que deux méthodes, l'une basée sur la réflexion rétrodiffusion, l'autre basée sur la diffusion de la lumière. Il s'agit dans un premier temps de la tomographie par cohérence optique et pour l'autre de la tomographie par diffusion optique. Pour ce type d'imagerie, le choix de la longueur d'onde est très important. Il s'agit encore d'une imagerie de coupe. Vous voyez sur la droite, en haut, le tomographe par diffusion optique et en bas à droite, le tomographe par cohérence optique. Les applications majeures de la tomographie par cohérence optique sont l'ophtalmologie, la dermatologie et la cardiologie. Pour la tomographie de diffusion optique, c'est plutôt la détection du cancer du sein. Par contre, la profondeur d'exploration est de l'ordre de quelques millimètres pour la tomographie par cohérence optique.
La résolution spatiale de la tomographie par cohérence optique est excellente puisqu'elle est submillimétrique, alors que pour la tomographie par diffusion optique, elle est de l'ordre de quelques dizaines de millimètres. L'obtention des images est instantanée et des dispositifs sont mobiles. Ils peuvent donc équiper des cabinets médicaux. Les coûts sont de l'ordre de quelques dizaines de kilo-euros et sont donc accessibles aux médecins de ville. Quittons le domaine des systèmes d'imagerie active et passons au système d'imagerie passive, basé ici sur l'utilisation d'ondes électromagnétiques. Contrairement aux autres types d'imagerie, cette imagerie est passive, c'est-à-dire qu'aucun rayonnement n'est émis. Le système écoute passivement, même si dans certains cas, des stimuli peuvent être transmis. Il s'agit d'enregistrer l'activité des ondes électromagnétiques ou électriques en provenance du cerveau, des muscles, du cœur et de l'utérus par exemple. Voici quelques dispositifs. On voit à gauche un système d'électroencéphalographie, à gauche un système d'électromyographie, au milieu un système d'électrocardiographie et à droite un système de tachocardiographie. Tous ces dispositifs sont mobiles, non ionisants, non invasifs et peu chers, sauf pour la magnétoencéphalographie qui est un cas exceptionnel qui permet d'enregistrer des signaux magnétiques. C'est souvent le positionnement des capteurs qui prend le plus de temps pour ce type d'activité. La durée des enregistrements est variable. En neurosciences, ces examens nécessitent l'introduction de stimuli et peuvent durer quelques dizaines de minutes. Dans ce cas, une cartographie des activités est réalisée. En bas à gauche, nous voyons une cartographie cérébrale des activités magnétiques obtenues à partir de la magnétoencéphalographie. Pour le même examen, nous voyons une cartographie électroencéphalographique, c'est-à-dire à partir d'ondes électriques. Avec des résolutions de l'ordre de quelques millimètres, on arrive à bien distinguer les différentes sources. On notera l'orthogonalité des sources électriques et magnétiques.